Anefis, juillet 2026. En lançant une offensive coordonnée d'une violence inédite, la coalition des groupes terroristes et séparatistes a jeté toutes ses forces dans la bataille. Objectif, faire sauter le dernier verrou militaire qui protège Kidal et contester l'autorité de l'État malien dans le nord du pays. Et comment ces groupes terroristes ont-ils pu reconstituer une telle puissance de feu en si peu de temps? Qui finance? Qui arme? Et quelles sont les bases arrières? Quelles sont les bases arrières de cette formule hybride entre guérilla et terrorisme face à l'intensité de la riposte aéroterrestre des FAMA et de leurs partenaires d'Africa Corps? Les nouvelles incursions terroristes tournent une nouvelle fois au fiasco. Analyse ce dimanche des conséquences géopolitiques de cette bataille cruciale pour l'avenir de la transition malienne et de l'alliance des États du Sahel avec au plateau notre cher ami Anani Sossou qui est de retour. Bonjour cher ami. Bonjour Gilles, heureux de retrouver Luc aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, permets-moi quand même de saluer un ami qui fête ses 60 ans aujourd'hui, qui est à Londres, Rudolf Essien. Je te souhaite un très joyeux anniversaire si tu me regardes. Il est bien heureux celui-là. Anani Sossou, il est consultant en communication politique, il a vendu la mèche. L'homme qui ne bouge pas a bougé aujourd'hui, dignement représenté dans son fauteuil par Luc Koumeya Balo Abaki. Cher ami, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous de la messe de dimanche sur Néouad. La seconde messe, Luc Abaki est journaliste, écrivain notamment Mali, de violents combats à Anefis, c'est le thème. Dites-nous ce qui se passe sur le terrain, si vous êtes sur place. Commentez cette actualité avec nous, enregistrez cette émission. Vous connaissez le principe et le contact, plus 228 96 08 43 43 pour nos qui via WhatsApp. Vous devez également commenter cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Si vous êtes abonné à notre chaîne, à nos chaînes, c'est bien fait. Si ce n'est pas le cas, faites-le pour recevoir des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Merci. On va démarrer pour cette première partie au plateau. Le premier bloc, pourquoi Anefis, la centralité stratégique et le modus operandi des groupes terroristes. Anani Sossou, d'un point de vue strictement géographique et militaire, pourquoi la chute ou le contrôle de cette localité spécifique est si vital pour les groupes terroristes? Oui, il faut dire que Anefis est un point stratégique parce qu'on dit généralement qu'il prend Anefis, prend Kidal qui est situé à 100 km plus au nord et il prend aussi Gao. Donc c'est un verrou stratégique et lorsque ça saute, ça met en difficulté les forces loyalistes parce que il ne faut pas oublier que la zone même qui est le socle du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, c'est Kidal. Or, Kidal, on sait que c'est à la frontière, presque à la frontière avec l'Algérie. Donc, il est difficile pour ces groupes terroristes, dès qu'ils prennent Kidal, d'avancer vers le sud. C'est pour ça que Anefis était devenu un point névralgique pour eux. Ils sautent Anefis, ils prennent Anefis et ils ont de l'autre côté Gao, qui est plus au sud, et au nord, ils ont Kidal. Donc, ils peuvent contrôler les deux axes, les deux grandes villes du nord, ils peuvent les contrôler à partir de Anefis. Et pour qu'un ravitaillement soit fait, il faudra forcément que Anefis soit une base forte pour pouvoir avoir le matériel militaire nécessaire afin de contrôler les deux axes dont je venais de parler. Donc, Anefis, point stratégique, point géographique stratégique pour contrôler à la fois Gao plus au sud et Kidal plus au nord. Le Kabaki, Anefis, c'est un peu la porte vers le nord du Mali. Oui, tout à fait. Moi, je crois d'ailleurs que dans ton introduction, tu as donné la réponse à cette question stratégique de Anefis. Mais je pense qu'il faut se replonger tout de suite dans le contexte même de ces attaques-là. Vous vous rappelez que ce type d'attaque coordonnée avait été déjà initié le 25 avril, où on a connu malheureusement la perte du général Sadio Kamara, le ministre de la Défense à l'époque. Et donc, l'objectif à l'époque était fondamentalement Kidal. Mais il fallait cibler plusieurs postes de sorte à disperser les énergies de l'armée malienne
et de faire en sorte à les distraire en vue justement d'atteindre le but qui est donc Kidal. Alors cette fois-ci, bien sûr, c'est Anéfis, et au même moment, ils ont coordonné avec d'autres villes, notamment Gao, Sévaré, etc. Tout ceci, c'est pour distraire tout simplement l'armée. Mais alors pourquoi il faut prendre Anéfis? D'abord, c'est la ville la plus proche de Kidal, c'est la porte d'entrée de Kidal, c'est la porte d'entrée de toutes les villes du Nord, en tout cas, tout ce qui est lié à la zone du Nord, c'est Anéfis. C'est une zone tampon qui permet donc d'abord aux rebelles, là, enfin, aux terroristes, de se ravitailler et de s'assurer que l'ennemi, donc les forces maliennes, ne pourront pas les surprendre, puisque c'est une zone, disons, tampon. Alors là, ça leur permet, comme il a dit, de faire l'incursion vers Gao, vers Sévaré, en tout cas l'ensemble des villes du Nord, puisque l'ambition c'est de recréer leur zone de la Zawad et donc de revenir à ce schéma des années 2012 qui avait donc obligé l'État malien à solliciter les forces étrangères pour justement contrer l'incursion ou l'avancée des terroristes. Dieu merci qu'aujourd'hui, cette épreuve, en tout cas cette initiative malsaine et funeste a été démontée tout simplement, et je pense qu'il faut saisir l'occasion ici pour saluer la bravoure justement des forces armées maliennes et donc saluer également la vision de leur président, le général Assimi Goïta, qui a compris vraiment qu'il faut mettre suffisamment d'énergie pour construire une armée solide et qui puisse donc faire face à ce type de guérilla et de guerres asymétriques qui sont extrêmement difficiles à contrer, à vrai dire. Je pense qu'ils ont fait un travail de sape, un travail remarquable qu'il faut vraiment saluer et célébrer d'ailleurs. Alors, je voudrais quand même préciser par rapport à Anéfis que la stratégie de l'Azawad, du FLA, c'est de faire de Kidal la capitale de l'Azawad. Ça, c'est clair pour tout le monde. Or, pour stopper l'avancée des forces loyalistes, des forces terrestres, des Famas vers le nord, il faudrait les stopper déjà à Anéfis. Donc, une fois que Anéfis devient une base militaire bien militarisée, il serait difficile pour les forces, les Famas, de vouloir progresser vers Kidal, qui est leur repère stratégique, et leur capitale, disons, entre griffes. Donc, Anéfis, non, d'abord Gao, stopper l'avancée des Famas déjà à Gao, et puis militariser Anéfis pour que Anéfis devienne un point non franchissable vers le nord. Oui, ben, ces nouvelles incursions, à la lumière des explications fournies par les forces armées maliennes, semblent être une stratégie, une nasse tissée pour attirer les groupes terroristes et leurs moyens colossaux sur lesquels on va revenir. Et il me semble que c'est la stratégie de l'aigle et de l'ours qui a été appliquée cette fois-ci. Il faut saluer le commandant de cette zone, le colonel, je crois, Maïga, Haftar, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui a commandé la zone d'Anéfis. Et la stratégie utilisée était vraiment très bonne. On a fait croire aux terroristes que Anéfis était prenable. Donc, ils se sont repliés vers, les Famas se sont repliés vers leur zone militaire là-bas. Et puis, ils ont cru, bon, que non, c'était prenable. Donc, qu'est-ce que les Famas ont fait? Ils ont laissé entrer dans Anéfis toute l'armée des rebelles, 5000 hommes. 5000 hommes. Ils les ont fait entrer avec quoi? Avec des mortiers, des blindés, des drones FPV. Ils les ont fait entrer avec tout le matériel militaire possible pour prendre Anéfis. Comme je le disais tantôt, c'est de militariser tellement Anéfis de telle sorte qu'il n'y ait plus d'avancée des Famas vers le nord. Et c'est là où il y a eu le génie de ce colonel dont je parlais, Maïga. C'est là où il y a eu son génie. Il a laissé entrer toute l'armée et les moyens militaires dans la ville. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a encerclés après. Et l'Africain comme les Russes les ont pris en tenaille d'un côté et de l'autre côté les Famas. Donc ils avaient tout le matériel déjà à Kidal. Mais l'intention des Famas, c'était de non seulement neutraliser ces gens-là, mais mettre un terme à leurs moyens militaires colossaux. Les moyens militaires dont ils disposent, tout l'armement plutôt dont ils disposent,
C'est de pouvoir les neutraliser afin, par exemple, d'anéantir leur capacité de nuisance militaire sur le terrain. Et c'est là où il y a eu ce génie-là. On les a mis dedans. Et puis le 8 juillet, les frappes ont commencé avec les vecteurs aériens qui les ont pris en chasse partout, où on a neutralisé, je crois, au moins une vingtaine de blindés. En même temps, on a éliminé toute une vingtaine de blindés. En même temps, il y avait eu 1000, comme je le disais, il y avait eu au moins 1000 blindés qui sont entrés dans la ville. On a... Non, pas 1000 blindés. Bon, il y a 1000 véhicules avec des blindés, voilà. 1000 véhicules avec des blindés qui sont arrivés dans la ville. On a pu quand même neutraliser une grande partie de ces moyens militaires-là. Et c'était là vraiment tout un génie. Et le 8 juillet, le FLA et son supplétif, le GINIM, ont annoncé quand même leur défaite. Et ils ont disparu, ils ont fui, comme on dit, la queue entre les gens. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes focalisé sur une cause, disons, nationale, vous téléchargez toutes vos facultés, votre intelligence, tous vos moyens dans ce combat-là. Et je pense que c'est ça qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Vous vous rappelez que le 25 avril, à l'attaque justement coordonnée du 25 avril, les forces armées maliennes avaient fait un repli stratégique sur Anéfis. Et le chef d'état-major général d'alors avait dit oui, que de façon stratégique, ils ont replié sur Anéfis, tout simplement. En fait, c'était un bouclier qu'ils avaient fait pour dire, bon, écoutez, vous voulez prendre la ville de Kidal, d'accord, mais en réalité, vous n'avez accès à nulle part tant que nous formons ce blocus à la hauteur d'Anéfis. Et donc, les seules sources par lesquelles ils pouvaient s'approvisionner, c'est forcément en arrière-plan vers l'Algérie, tout simplement. Et donc, ils commencent à sentir une forme d'asphyxie. Et la menace est permanente parce que dès lors qu'ils sont contrés donc, dans la ville de Kidal, parce que quand on parle de Kidal, en réalité, c'est la région qui fait plus de 151 400 et quelques kilomètres. Mais pour cette fois-ci, les forces armées terroristes ne sont que dans la ville de Kidal. Encore que ce ne sont qu'à des portions de la ville de Kidal. Maintenant, ils ont donné le sentiment que, bon, mais écoutez, depuis qu'ils sont là-bas, il n'y a jamais eu de forces terrestres, à vrai dire, qui ont fait une incursion vers eux. Et ils se sont dit qu'il y a cette possibilité de conquérir ce point stratégique et névralgique essentiel d'abord pour leur survie, pour leur approvisionnement et pour justement leur vision qui est donc de conquérir toute la zone du nord. Et donc, ils ont jeté tout leur dévolu, tous les équipements. À Kidal, ils ont les moyens de cacher ça, de disperser ça. C'est un peu difficile justement de les contrer. Et donc, à partir du moment où ils se sont dit qu'il fallait absolument prendre Anéfis, ils se sont mobilisés pour prendre de court donc, les forces armées maliennes, surtout qu'ils ont initié d'autres attaques sur d'autres zones. Alors là, ils se sont dit le coup de Kidal allait aussi prospérer pour Anéfis. Et au même moment, moi je dis en arrière-plan, parce que je ne sais pas, on va en venir avec le dégel des relations, j'ai l'impression que les terroristes ont reçu quand même un signal à partir d'Alger pour dire, bon écoutez, on vous a assez aidé, franchement, si vous ne réussissez pas le pari d'aller au-delà de ce qu'on a eu à vous faire dans les jours ou mois à venir, on ne sera plus en mesure de vous couvrir. Donc franchement, c'était un combat inédit et je pense que la durée même de ce combat et son intensité montrent à quel point les terroristes étaient déterminés. Malheureusement, c'était sans compter avec la capacité de feu justement des femmes. Mais pourquoi cette fois-ci les groupes terroristes n'ont pas osé attaquer Bamako? Parce que lors des dernières attaques d'il y a 2 mois, bon, ils ont poussé le toupet jusqu'à venir à Bamako, vers Kati. Cette fois-ci, pourquoi ils se sont arrêtés à Néfis, à Guelok et consorts? Mais il faut saluer quand même la montée en puissance des FAMA, des forces armées maliennes, qui ont quand même bénéficié de nouvelles technologies d'écoute, par exemple des Russes, qui les aident beaucoup dans leur capacité militaire à arrêter l'avancée des terroristes. Mais ce qu'il faut noter et saluer, c'est que on a tellement diminué la capacité de nuisance des terroristes depuis le 25 avril. Ils ont connu... Oh merde. Oui, non, vous pouvez continuer. Ils ont quand même subi de lourdes pertes, que ce soit en moyens militaires et en nombre. Donc, ce qui fait que leur stratégie actuelle, c'était de prendre Anéfis
et de rallier maintenant d'autres terroristes à partir d'autres pays. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les terroristes sont aidés par les services ukrainiens, les services français, les services mauritaniens, et on recrute en grand nombre maintenant à partir du Soudan voisin et du Tchad. Donc, une fois que leur capacité de nuisance a été terriblement atteinte, il faudra concentrer plutôt leurs ressources sur Anéfis, prendre Anéfis, et n'oublions pas que les FAMA ont une base militaire à Anéfis, donc disposer également de ces armements des FAMA et constituer un nouveau stock. Et là, alimenter, à partir d'Anéfis, alimenter leur légion, si je peux dire ça comme ça, alimenter leur légion, étoffer leur groupe avec des hommes et avec du matériel afin de pouvoir prendre tout le nord. Et à partir, dès lors qu'ils auraient pris tout le nord, ils pouvaient maintenant descendre vers le sud. Le 25 avril, ils avaient vraiment des moyens colossaux. Ils ont pris Sévaré, Gao, Kati, Bamako, Kidal. Voilà. Oui, c'est trop dit, attaquer. Voilà, ils ont attaqué Ils ont fait des simultanément. Mais maintenant, c'est difficile pour eux parce que le stock, comme je le dis, le stock est atteint. Les hommes aussi sont atteints. Comment faire? Prendre Anéfis et à partir d'Anéfis, maintenant, renouveler l'équipement militaire, renouveler les hommes et maintenant aller à la conquête peut-être de Bamako par la suite. Non seulement les moyens sont atteints, mais j'avais dit déjà à la suite de l'attaque du 25 avril que cette épreuve qui a atteint le cœur de l'armée malienne devait instruire véritablement cette armée pour élaborer de nouvelles stratégies et prévenir d'éventuelles attaques. Et donc, la preuve est faite aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, l'armée malienne s'est réorganisée, s'est restructurée et donc s'est rééquipée, de sorte à ne plus se laisser surprendre par ces incursions inopinées. Voyez. Donc, le résultat auquel ils sont parvenus montre clairement qu'ils sont en état d'alerte maximale en tout temps et en tout lieu. Et voilà pourquoi ils n'ont pas pu prospérer. Ils ont même réussi le pari de piéger les terroristes et de leur coller véritablement une forme de massacre extraordinaire. Je pense que le chef d'état-major lui-même a dit que c'est la première fois qu'ils ont réussi à atteindre le cœur de toutes les stratégies militaires des terroristes. Donc je pense que c'est un vrai coup qui est réussi et il faut vraiment les féliciter et les encourager à rester dans cette posture de combattants vigilants. Parce que l'ennemi, lui, ne va jamais dormir, il ne va jamais démordre, il va toujours multiplier les astuces et les moyens pour faire quoi? Pour disperser leurs énergies et les arnaquer à chaque fois. De sorte que l'État lui-même ne soit pas concentré sur les défis les plus essentiels qui concernent justement le développement, l'épanouissement du peuple, etc. Oui, mais envoyons... Les FAMA s'adaptent aussi à cette guerre asymétrique. Absolument. Oui. Chaque fois, ils renouvellent leur stratégie. Et ils voient tout ce que les terreaux font au Burkina, ce qu'ils font au Niger, et en même temps, ils font des recyclages au jour le jour pour s'adapter aux nouvelles stratégies de cette guerre asymétrique à laquelle ils sont confrontés. Lors de l'attaque du 25 avril, on a parlé de plus de 10 000 hommes. 12 000. 12 000. Ouais. En juillet, ils sont en près de 5 000. Ouais. Est-ce que le fait de déverser autant de personnes pour les groupes terroristes, est-ce que ça n'a pas un enjeu économique, Luc Kabaki? Parce que 5 000 hommes, il paraît qu'on leur promet beaucoup d'argent. Les envoyer à l'abattoir, est-ce que ça ne résout pas ce problème? Au fait, c'est-à-dire c'est des gens qui sont d'abord endoctrinés, qui sont manipulés, qui n'ont pas de ressources. Mais forcément, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de choses qu'on met ensemble. Les envoyer à l'abattoir, c'est une façon de ne pas les payer. Justement, entre autres aussi, voyez-vous. Donc tout ça, c'est-à-dire que quand les gens sont animés par des objectifs malsains, ils sont prêts à tout. Ils sont plus dans le sensationnel, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse toujours appeler le nom du FLA, du DNIM, etc., tout en sachant qu'ils ne peuvent pas atteindre des résultats extraordinaires et probants. Et donc des gens comme ça qu'on mobilise, on les manipule, on leur paye une seule fois, et puis bon, on les drogue, on les déverse là-bas. Bon, il y a une attaque spectaculaire, et on dit que, ah oui, il n'y a pas de stabilité au Mali, etc. Alors qu'en réalité, il n'y a pas un résultat concret.
Et les organisateurs eux-mêmes ne peuvent même pas espérer avoir quelque chose de substantiel à partir de cette guérilla-là. Voyez. Donc je pense qu'on ne va plus se laisser distraire par ces jeux qui sont là pour créer le sensationnel. Je pense qu'au-delà justement de faire face à ce terrorisme, il faut que les dirigeants de l'AES se concentrent toujours sur le besoin de développer le pays et de les épargner. Et je salue véritablement les résultats sur le plan économique et sur le plan du développement auquel ils sont en train d'arriver. Parce que même malgré cette guerre, le Mali a réussi le pari de payer au moins ses dettes intérieures jusqu'à la hauteur de 1644 milliards. Ça permet donc, les banques et tout ça, les opérateurs économiques sont payés, et donc ça permet d'injecter donc des ressources, du cash dans l'économie nationale, et c'est ça qui crée une nouvelle dynamique. S'il y a toujours la précarité, la pauvreté, et puis l'incertitude, c'est ça qui permet aux terroristes de recruter davantage des gens qui sont désespérés, qui n'ont plus d'espoir et qui n'ont plus rien à perdre. Vous voyez, ils sont obligés d'utiliser leur énergie du désespoir pour justement se rebeller contre les gouvernants. Et donc, ce travail de fond qui est en train de se faire là, c'est celui-là que je salue le mieux, parce que les dirigeants ont compris que leur mission n'est pas que simplement de traquer les terroristes, mais c'est faire en sorte que leurs États existent en tant qu'États et les nations se construisent à partir d'un principe très clair d'épanouissement justement de la population. Anani Sossou, on va questionner maintenant les moyens colossaux, les moyens humains et matériels et logistiques des groupes terroristes. Les images partagées et les rapports de terrain montrent des colonnes de pick-up, des blindés, des drones, même l'utilisation de mortiers, d'obus. Comment analysez-vous le niveau d'équipement actuel de ces groupes terroristes? Comme on l'avait vu à Tinzaouaten, il y a presque 1 an, je crois, mais c'est clair que tout l'armement que l'Union européenne et les Américains ont déversé sur l'Ukraine se retrouve au Sahel. Et par quelle magie, on ne le sait pas. Et n'oublions pas qu'il y avait sur RTL le confrère Georges Malbruno qui avait révélé comment la DGSE et la France finançaient et armaient les groupes armés terroristes dans le Sahel pour attaquer l'AES, le Niger, le Burkina et le Mali. Et si l'on ajoute à cela le jeu trouble que jouait l'Algérie, où son territoire servait de base arrière pour les patrons du FLA, donc Agali. Donc, ce sont ces gens-là. C'est plutôt le GNIM. Oui, le GNIM plutôt. Et ce sont ces pays tout autour avec les puissances occidentales, dont l'Ukraine, dont la France, et les supplétifs régionaux comme la Mauritanie, l'Algérie, et peut-être des armements venus du Tchad. Ce sont ces gens-là qui armaient les groupes terroristes pour attaquer en réalité les pays de l'AES. Donc, il n'est pas étonnant, par exemple, que ces groupes terroristes-là utilisent des drones FPV, par exemple, ou bien des drones d'attaque. Il n'est pas étonnant de les voir utiliser des mortiers, des blindés, des pick-up. Parce que dans cette zone-là, on sait qu'aucun de ces pays ne fabrique des drones. Aucun de ces pays ne fabrique des mortiers. Par quelle alchimie on retrouve des mortiers dans le Sahel, dans le désert, si ce ne sont pas les puissances occidentales qui ont accès à d'autres territoires en dehors? Parce qu'avant, il était difficile, par exemple, aux FAMA de surveiller leur ciel, puisqu'il y avait les forces occidentales, françaises, qui empêchaient les FAMA de pouvoir contrôler leur ciel. Mais depuis lors qu'avec les Russes, ils ont pu sécuriser leur ciel, il est évident alors que tout le matériel militaire arrive quelque part quand même, dans les pays frontaliers, dans la Mauritanie, dans des zones non contrôlées, en Algérie, dans le désert algérien, que ces matériels-là arrivent là pour alimenter le stock militaire des voyous terroristes qui endeuillent l'AES. Donc, on n'est pas étonné aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un secret de polichinelle pour cette jeunesse africaine engagée aujourd'hui. C'était un secret de polichinelle que c'était les puissances occidentales, dont la France, dont l'Algérie, qui est une puissance régionale
africaine, et dont la Mauritanie jouait des jeux de troubles pour financer et aider les terroristes à prendre le nord. Parce que n'oublions pas, comme disait Luc tout à l'heure, derrière toutes ces stratégies géopolitiques, il y a quand même le volet économique qu'il ne faut pas oublier. Parce que l'instabilité au Mali servait quelque part l'Algérie, qui pouvait puiser à volonté dans le pétrole, dans le gaz, sur le sol malien. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que cette guerre-là s'arrête pour que le Mali puisse sécuriser non seulement son territoire, mais sécuriser aussi ses ressources naturelles du sous-sol. Eh bien, Luc, pour mener une offensive de cette envergure, avec des assauts simultanés, du carburant, des munitions lourdes, payer les groupes terroristes, d'où proviennent les flux logistiques? Quelles sont les bases arrières géographiques qui permettent encore à ces groupes de reconstituer leurs forces si rapidement? Je ne sais pas s'il importe encore de mener un débat sur les sponsors, sur comment ces gens arrivent à s'armer, à se former surtout, parce que les nouveaux équipements dont nous parlons nécessitent forcément une formation aiguë, assidue, pointue. Et donc, si les terroristes qui n'ont pas fait l'armée, qui se retrouvent dans une armée informelle, ont cette capacité-là, forcément, ça vient de ceux-là qui sont donc, on va dire quoi, les créateurs ou les inventeurs de ces outils-là. Et donc, on a toujours parlé, je pense que la France en parle plus, les Français, je veux dire, même si l'élite dirigeante française nie toujours, vous savez, il est difficile de cacher le soleil avec la main, le feu avec la main. Nous savons tous, et ils savent aussi qu'en tout cas, ils jouent un rôle pernicieux dans nos pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, il suffit d'être cohérent, d'avoir la suite dans les idées pour se comprendre que celui-là qui nous a toujours pris pour ennemis, pour des vauriens, des vassaux, des sous-hommes, et qui a mis le principe de nous exploiter, de faire en sorte qu'on soit utilisé comme des animaux, tout simplement pour des raisons d'hégémonie, d'influence, d'impérialisme, etc., n'a jamais changé de logiciel. Donc, si aujourd'hui, ces équipements qu'il fabrique chez lui se retrouvent chez nous dans le sens de nous déstabiliser, pourquoi on devait encore se poser des questions sur d'où cela vient? Ce qui est en fait déplorable, c'est le fait que des pays voisins puissent servir de base arrière et rentrer dans le complot en vue justement de démolir tout un système des voisins. Et ça, c'est très grave et c'est un acte d'inintelligence parce que après qu'on réussit à démolir le voisin, ce sera ton tour. Puisque justement, l'impérialiste ne fait pas de distinguo. Aujourd'hui, il a besoin de toi pour pouvoir atteindre ton voisin. Mais dès qu'il l'aura atteint, mais attends, ce sera ton tour. Puisque lui, il ne vit que par l'impérialisme, par l'influence, par le pillage, par le sabotage, etc. Et donc, ça veut dire que l'intelligence impose aux pays voisins, justement, des pays de l'AES, de comprendre qu'ils ont tout intérêt à composer et à faire en sorte à créer un bloc. Et je crois que c'est le défi que l'Afrique a aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais salué le dégel des relations qui étaient aussi tendues entre l'Algérie et le Mali. J'espère qu'il y aura donc de la sincérité et qu'ils auront compris que, écoutez, personne n'a intérêt à entretenir des relations conflictuelles parce qu'en fait, l'ennemi ne fait que les utiliser, les manipuler, voilà, pour leur cogner la tête l'un contre l'autre, tout simplement. Avant de revenir, peut-être conclure avec le dégel des relations avec l'Algérie, je voudrais qu'on parle un peu de la situation sur le terrain. Les forces maliennes estiment avoir contrôlé la situation. Est-ce que les combats continuent? Les terroristes sont-ils définitivement en déroute? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux aujourd'hui, c'est que les FAMA, aidés par l'Africa Corps, contrôlent entièrement la ville d'Anefis, Sévaré, Kidal. Et les terreaux sont en déroute. Eux-mêmes, ils l'ont annoncé pour une première fois, ils ont annoncé leur défaite. Ça veut dire l'ampleur du dégât subi. Parce que, généralement, ils sont dans la propagande perpétuelle pour laisser croire, pour faire croire à l'opinion et pour saper le moral des habitants de l'AES qui sont en supériorité au niveau du terrain. Mais cette fois-ci, depuis le 8 juillet, eux-mêmes, ils ont annoncé qu'ils se sont repliés. Donc, c'est une capitulation. Donc, aujourd'hui,
on ne peut plus douter que l'armée malienne contrôle entièrement le territoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone de conflit. Parce que dans leur repli, dans leur fuite, ils vont quand même s'accaparer de quelques villages, ils vont essayer de saboter, de placer des mines. Donc, on assiste aujourd'hui à ce phénomène où on traque. On traque aujourd'hui les terroristes qui sont en déroute, qui sont en fuite. Cela ne veut pas dire que tout le territoire est protégé. Ils ont placé des mines un peu partout parce que je disais hier quelque part que l'armée est en train de faire du déminage dans certains endroits de Anefis, dans certaines parties de cette zone-là. Ils sont en train de faire du déminage, y compris jusqu'à Kidal. Donc, aujourd'hui, il existe encore des poches de résistance de ces terroristes, mais l'armée arrive quand même à sécuriser l'essentiel de cette zone-là qui est Anefis, Sévaré, Gao et Kidal. Cela ne veut pas dire que les combats sont totalement finis, mais l'armée a pris le dessus sur les terroristes. Donc, il ne va rester que des actes d'incursion désespérés, tout simplement. Des gens qui sont désaxés, déroutés, désorientés complètement, il leur reste quoi? Si ce n'est de faire un peu de sensationnel et donc faire des actes de sabotage, harceler autant que possible les FAMA pour ne pas les laisser dans une certaine forme de quiétude, tout simplement. Mais pour l'essentiel, à partir de l'instant où l'administration est présente dans toutes les villes du Mali et que cette administration est sécurisée, etc., la population peut circuler plus ou moins bien. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail remarquable qui a été fait comparativement à la situation qu'il y avait avant l'arrivée justement de l'équipe dirigeante actuelle. Pour moi, c'est un miracle tout simplement. Parce que vous savez que presque 60 à 70% du territoire, en tout cas malien, était presque pris par le terrorisme. Il n'y avait pas de sécurité, de stabilité, etc. Si en moins de 5 ans, une équipe dirigeante arrive à reconstruire non seulement l'armée, mais à mettre sur pied un rouleau compresseur qui traque les terroristes jusqu'à ce niveau de débandade actuel, on ne peut que saluer cela. Ça veut dire qu'en fait, si ce n'est pas qu'il y a justement ces sponsors malveillants, vraiment méchants et cruels, qui comptent sur le terrorisme aujourd'hui pour encore mettre pied dans ces pays du Sahel, ça veut dire qu'en réalité, le terrorisme n'existerait plus dans les mois à venir, vu le travail scientifique, rigoureux et chirurgical qui est en train d'être opéré par les pays de l'AES. Malheureusement, les Occidentaux, ils ne jurent que par le terrorisme parce qu'ils ont fini la traite négrière, ils ont fini la colonisation, ils sont dans le néocolonialisme. Malheureusement, il y a un travail d'éveil des consciences qui fait qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'être dans une action catalytique en utilisant justement des gens qui ne sont pas éveillés, qui sont manipulables, qui peuvent être endoctrinés et qui vont jouer justement ces genres d'actes de sabotage de nos États. Oui, il faut préciser une chose, c'est que les têtes pensantes du JNIM et du FLA ont été atteints. Et hier, j'ai fait un petit travail pour recenser les noms de ces dirigeants-là qui ont été vraiment atteints. Donc, il y a le patron du JNIM, il y a Agali qui a été blessé selon plusieurs sources et selon l'armée même, selon les FAMA. Il y a Mbarek Akli qui a été neutralisé, qui est l'adjoint de Agali qui a été neutralisé. Il y a Abderrahman Zaza neutralisé. Intaria Agbobo neutralisé. Intari Ag Azare éliminé également. Donc ce sont vraiment les têtes pensantes du FLA et du JNIM. Donc, une fois que vous n'avez plus de têtes pensantes, comment est-ce que vous pouvez vous réorganiser? C'est là où moi, j'ai espoir que les FAMA et les Russes vont gagner cette bataille-là, cette guerre-là contre le terrorisme. Parce qu'il est difficile pour ces terroristes-là de renouveler leur instance dirigeante. Et ça va peut-être devenir une guerre entre eux. On a vu comment ça s'est passé avec Boko Haram lorsque sa tête a été décapitée. Ça s'est transformé non plus en une idéologie, mais en voyoucratie, où ce sont des gens qui vont aller attaquer, par exemple, de bonnes personnes pour prendre leurs biens, qui vont attaquer des banques, qui vont attaquer des écoles, etc., pour recruter. Or, l'idéologie de Boko Haram, au départ, ce n'était même pas ça. Donc, moi, je pense qu'en éliminant les têtes pensantes, et justement, lorsque l'Algérie, qui a toujours
lien historique et géographique avec le Mali, a compris que déjà lors de la guerre, des rapports conflictuels entre l'Algérie et le Maroc, depuis Modibo Keïta, c'est au Mali qu'ils sont venus régler les différends entre l'Algérie et le Maroc. Et ils ont une longue frontière géographique. Comment ne pas s'entendre? Lorsque Abdelaziz Bouteflika était au pouvoir, il avait une maison à Bamako et venait séjourner à Bamako. Donc ce sont des liens historiques qui sont quand même là, qu'on ne peut plus négliger. Donc je pense qu'aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune a compris que l'intérêt de l'Algérie n'est pas de soutenir par exemple l'imam Dicko, qui a des velléités guerrières avec le Mali. L'intérêt, ce n'est plus de soutenir Agali, qui endeuille chaque fois le Mali. Donc l'intérêt, c'est plutôt d'avoir de bonnes relations pour pouvoir sécuriser les frontières de part et d'autre. N'oublions pas que dans les années 90, l'Algérie avait souffert du terrorisme à travers le Front islamique du salut, et qui avait endeuillé tout le pays. Mais aujourd'hui, si par exemple il y a une rébellion ou bien le FIS qui renaît et qui a pour base arrière Kidal ou bien le Mali, est-ce que l'Algérie serait d'accord avec ça? Donc c'est pour ça que moi j'ai vu à travers le nouveau positionnement des relations diplomatiques entre Alger et Bamako une très bonne nouvelle qui permettra aux deux pays de mettre enfin un terme au regard de l'histoire, comme je venais de le rappeler, avec déjà Modibo Keïta qui a essayé de régler le problème algéro-marocain, déjà avec Abdelaziz Bouteflika qui avait sa demeure à Bamako. Je crois que les deux pays ont intérêt. Donc, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir sur les lauriers, même s'il y a les ambassades qui seront ouvertes de part et d'autre. Il ne faut pas dormir sur les lauriers. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait le précédent de Tizawaten avec le drone malien qui avait été abattu sur le sol malien par l'armée algérienne. Donc, il ne faut pas oublier non plus la salve du Premier ministre par intérim d'alors, Maïga, contre l'Algérie, qu'il a accusé à la tribune des Nations Unies ouvertement de supporter les terroristes contre son pays. Donc, il y a tout cela qu'il faut maintenant essayer de calmer pour aller vers de nouveaux rapports. Et ce qu'il faut saluer là-bas aussi, c'est que l'Algérie ne peut pas être en bon terme avec le Niger du général Abdurrahman Tiani, avec le capitaine Ibé, et ne pas être en bon terme avec Bamako, parce que ce sont les trois pays qui forment l'AES. On ne peut pas le faire. Et qui plus est encore, ils ont en commun un partenaire stratégique qui est la Russie. Donc on ne peut pas être à la fois avec la Russie, avec le Niger, avec le Burkina Faso, et avoir des velléités guerrières avec le Burkina. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre de plusieurs sources que si ce rapprochement a eu lieu aujourd'hui entre l'Algérie et Bamako, c'est grâce à Vladimir Poutine qui a envoyé quand même son ministre des Affaires étrangères dans la région au Niger, puis après à Alger pour essayer de calmer la situation, pour renouer avec de bons rapports. Parce que l'ennemi commun, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour les États de l'AES, l'ennemi commun, c'est l'impérialisme occidental. Louis Kabaki, ça fait une bonne nouvelle pour les forces armées maliennes, en dehors des têtes terroristes qui ont été décapitées, la bataille qui a été gagnée à Néfis, ce rapprochement entre le Mali et l'Algérie, est-ce que ça peut contribuer véritablement à amoindrir les forces des groupes terroristes qui ont... Oui, je pense que j'avais déjà effleuré cela en disant que je crois que les terroristes ont compris qu'il y avait une menace en amont, parce que leur soutien essentiel, en tout cas territorial et tout, risquait de les lâcher. Puisque c'est quand même un secret de polichinelle que de dire que l'Algérie hébergeait l'essentiel des meneurs du terrorisme dans le Sahel. Et aujourd'hui, si après ces deux attaques phares, c'est-à-dire du 25 avril et donc de ce juillet-là, l'Algérie reste finalement dans la nouvelle posture qui consiste à restaurer les relations diplomatiques avec le Mali, je considère que c'est la fin d'un soutien vraiment malveillant et néfaste. Non seulement pour le Mali et le Niger et le Burkina Faso, mais pour l'Algérie elle-même. Parce que lorsqu'on dit que vous êtes un soutien des terroristes, alors que le terrorisme,
c'est un acte contre nature. C'est un acte qui entame la vie humaine et qui sabote toutes les règles du vivre ensemble, etc. Ça veut dire que toi-même, en fait, tu n'es pas en confiance. Et je pense que c'est important pour ces deux pays-là de rester maintenant dans la sincérité. Parce qu'il y a le langage diplomatique, il y a le langage politique, mais il y a des actes aussi en deçà. Et je pense que leurs actes parleront beaucoup mieux, beaucoup plus. Et donc, si eux, ils ont bien compris que les liens de voisinage doivent être préservés, entretenus et même promus, s'ils ont compris que les deux ont des intérêts à partager, et c'est à partir justement de cette entente mutuelle qu'ils peuvent se développer et qui peuvent vraiment avoir une voix qui porte. S'ils ont compris cela, alors on ne peut que se féliciter et se dire que l'essentiel du mal qui règne en triomphe dans les pays de l'AES sera donc démoli à partir de ce moment-là. Ça, c'est notre espoir et donc on ne pourra que les célébrer demain du fait qu'ils ont pris de la hauteur, même s'il a fallu les y pousser par justement l'action diplomatique de la Russie et puis même d'autres pays qui ont... J'ai appris qu'il y a même le président congolais Denis Sassou Nguesso qui avait envoyé son ministre au Mali, non, au Niger, puis à Alger, je pense à Alger, pour que, bon voilà, qu'il y ait ce genre de contact. Même si on l'a dû les y pousser, normalement, le bon sens devait leur imposer ça. Mais si on a dû les pousser, il faut maintenant qu'ils le fassent par conviction, de sorte que ces relations conflictuelles-là soient vraiment tout à fait apaisées désormais. Quoi. Après l'Algérie, est-ce qu'il faut espérer que les autres pays, qu'on cite souvent comme étant des sponsors ou de base arrière des groupes terroristes, reviennent à de meilleurs sentiments? Je parlais de la Mauritanie, je parlais du Tchad. Est-ce qu'il faut espérer que ces pays également... Oui, mais il faudrait que la Mauritanie rentre dans le moule, hein, parce qu'il n'est pas exclu que demain le terrorisme se retourne contre la Mauritanie. Il n'est pas exclu. Il l'avait déjà expérimenté. Voilà, qu'il avait déjà expérimenté. Et il ne faut pas oublier non plus que le Tchad, hein, c'est une zone minée où pas les terroristes, mais les rebelles font des incursions au jour le jour. Et moi, je ne comprends même pas la posture de Mahamat Déby Itno, puisque son pays faisait partie du G5 Sahel. Or, l'ambition en créant le G5 Sahel, c'était de lutter contre le terrorisme. Pourquoi maintenant son pays peut servir de base arrière aux terroristes? C'est incompréhensible. Donc aujourd'hui, Mahamat Déby Itno, qui est en proie à des incursions des rebelles, a intérêt à s'assagir et à lutter efficacement contre le terrorisme avec la mutualisation de toutes les synergies, de toutes les énergies dans cette zone-là. Moi, je pense que, y compris la Mauritanie, l'Algérie, l'AES, le Tchad, et même nos pays côtiers, hein, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, on a intérêt à ce que les voies soient communes pour agir. Parce que si on agit de manière individuelle, le terrorisme va prospérer de pays en pays. Or, si on mutualise les forces pour lutter contre ces voyous-là, je pense qu'on aura gain de cause, on aura des résultats beaucoup plus probants. D'accord. Merci. On va continuer le débat. Là, nous sommes obligés de marquer une pause pour des impératifs commerciaux. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum. Vos messages tombent par dizaines ici. J'aurai le plaisir de les relayer. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.